Merci Jean-François, on est de retour dans la zone Country Rock et j'ai le plaisir d'avoir avec moi, comme on l'a tous les mardis, Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés et on va parler encore finance. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour, Denis. Hey Pierre-Paul, on va parler finance, mais on va quand même parler un peu d'actualité, sans parler nécessairement de ce qui se passe du côté de nos amis américains, mais de bourses qui sont... La bourse est influencée beaucoup par ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau de la guerre tarifaire. Et qu'est-ce qui se passe avec nos placements en bourse? Parce que là, les gens commencent à trouver ça moins drôle un peu, là. Ouais, puis on en a déjà parlé de différents contextes puis de différentes situations qui se passaient avec ça. Je voulais revenir là-dessus parce que il y a beaucoup de monde qui m'en parle. On entend que c'est une crise sans précédent, que ça n'a pas d'allure, que on comprend pas ce qu'il fait Trump, puis que bon, et tout ça crée beaucoup d'instabilité, puis on le voit dans les marchés là à tous les jours. Ça dépend là, s'il dit que ça va, qu'il va finalement couper les tarifs, la bourse ça monte de façon complètement folle. S'il dit que non, finalement, on va en remettre sa baisse. Donc, ça devient compliqué pour les gens de suivre ça. Puis, ce que je voulais dire, puis ce que je voulais revenir dessus aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, faut prendre son gaz égal. Et en matière de crise financière ou en matière de guerre ou tout ce qui peut se passer dans le monde, c'est pas la première fois qu'on voit des grosses crises comme ça. Les marchés typiquement, là, en dedans de 2 ans, rebondissent toujours, rebondissent souvent avec des hausses beaucoup plus élevées que les baisses qu'on a subies. Fait que dans le fond, là, ce que je veux revenir dessus sur ce point-là, c'est que si vous n'êtes pas quelqu'un qui est proche de la retraite, là, on prend son gaz égal, on laisse notre argent placé parce que la journée où ça monte, si on a sorti notre argent de là, ben on va pas profiter de la hausse et c'est ça la plus grande erreur que les gens font. Les gens subissent des baisses, paniquent, retirent leur argent du marché, donc soit se mettent en obligation ou en CPG ou en quelque chose qui ne fluctue pas. Et là, quand ça monte, ben ils profitent pas de la hausse. Donc, on reste dans le marché, on accepte de prendre nos baisses, puis on va prendre des hausses quand le marché remontera. On le sait que typiquement, là, les bourses le font à peu près une dizaine de pourcents. Là, il y a différents chiffres là-dessus, mais autour de 10 de rendement annuellement sur n'importe quelle période allongée dans le temps. Donc, il faut accepter qu'on a des baisses, puis il faut accepter qu'on a des hausses, puis il faut prendre notre gaz égal. Et si on approche de la retraite, ben il faut effectivement penser, surtout quand ça va bien, la bourse, penser à sécuriser notre argent pour éviter que si jamais on a besoin de sortir, exemple, 50 000, ben qu'on doive le sortir dans un cycle qui est baissier. Donc ça fait mal, puis ça, c'est vrai que ça fait mal. Donc, il faut sécuriser notre argent graduellement en fonction des sommes qu'on va avoir à sortir. Je dirais, là, quand on commence à avoir un horizon de 5 ans là, de sortir nos placements, là, ben il faut rencontrer notre planificateur financier, il faut prendre une stratégie de sortie et tout ça. Mais outre que ça, là, si on a le temps de se refaire, là, ben faut être patient, faut laisser le marché faire son effet. Puis il faut toujours se rappeler que à peu près 80% des gens qui essayent de battre le marché se plantent. Donc ça veut dire que si on essaye de sortir dans le bon temps ou de rentrer dans le bon temps, on va se planter. Donc, on reste dans le marché, puis typiquement, c'est la meilleure stratégie, d'investir de façon constante, puis de demeurer dans le marché, même quand ça baisse. Sinon, on manque les hausses. Autrement dit, il faut avoir une vision large sur le marché et non une vision microscopique là, qui nous montre un moment précis, parce que le moment précis, c'est loin d'être significatif ou représentatif de l'ensemble du marché, là. Oui, puis c'est hyper stressant. C'est pas bon pour notre santé mentale. C'est pas bon pour notre santé même physique. Puis en même temps, ben ça monopolise la conversation sur des choses qu'on n'a pas le contrôle. Faut gérer ce qu'on contrôle. Puis ça, c'est vrai dans toutes les décisions financières qu'on prend, là. Donc, ce qu'on contrôle pas, on le laisse aller, puis on fait du lâcher prise. Puis ce qu'on contrôle, ben on s'en occupe. Donc, ça ressemble à ça mon message sur les finances aujourd'hui. Bon, soyez patient, autrement dit. Ça vaut la peine. On va parler de tout autre sujet maintenant. On va parler de dettes non libérables lorsqu'on parle au niveau syndic et de la Cour suprême. Parce que la loi, c'est une science qui évolue. Alors là, du côté de la Cour suprême, il semble se passer des choses de ce côté-là, entre autres sur les dettes non libérables. Oui, exactement. Il y a eu une cause qui est l'affaire Poonian. Peut-être que certaines personnes ont entendu parler, mais je serais plutôt étonné parce que c'est pas des choses nécessairement que monsieur, madame, tout le monde suivent. Je vais faire un petit résumé de l'histoire pour que les gens comprennent la patente et on va expliquer en quoi ça change.
Les Poonian, dans le fond, c'est un couple qui ont commis de la fraude, OK? Donc, ils ont été reconnus coupables au niveau de la Securities and Exchange Commission. Ça, c'est l'organisme réglementaire là, qui réglemente en Ontario là, les transactions, les délits d'initiés, bon, tout ce qui était au niveau financier. Et les Poonian, le couple, ont été reconnus coupables de 13,5 millions au niveau de sanctions administratives par la Securities and Exchange Commission et de 5,6 millions pour des restitutions des sommes. Donc, ça veut dire qu'ils ont volé, entre guillemets, par leur stratagème, à peu près 5,6 millions à des gens. Okay? Donc, ils ont gonflé artificiellement des marchés, puis ils ont sorti du marché, ils ont fait faire des achats à des gens. Bref, ils ont volé pour 5,6 millions. Donc, ils ont été condamnés à payer 5,6 millions de restitution des sommes et 13,5 millions en sanctions administratives. Donc, on se comprend que ce genre de pattern-là, c'est de la fraude. OK? Donc, il y a eu tout un débat qui a eu lieu, qui a été contesté à la Cour supérieure, puis qui est allé jusqu'à la Cour suprême, puis qu'on vient d'avoir le jugement, à savoir, est-ce que ces sommes-là sont des dettes qui sont libérables ou pas? Bon, là, je vais vous épargner des articles de loi. Là. Il y a plusieurs articles de loi qui traitent de la fraude en faillite. Dans les articles 178, il y a le A, le D et le E, si je me trompe pas. Dans pour la partie ensemble de la partie restitution des sommes. Donc, on a volé de l'argent, on doit remettre cet argent-là. Ça, c'est prévu dans la loi, ça. Donc, c'est prévu que c'est pas libérable, 5,6 millions. C'est écrit expressément dans la loi. Par contre, au niveau du 13,5 millions, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une sanction administrative. Donc, la Securities and Exchange Commission, eux autres, ils ont dit, ben c'est de la fraude, vous allez devoir payer ça en espèce de dommage. OK? Et ça, ben, les parties alléguaient, une partie alléguait que c'était considéré dans les articles de fraude et l'autre non, parce que c'est comme une pénalité. Et ce qui est venu à être établi, puis on va aller directement à la fin de ça, c'est que il faut que pour que ce soit une fraude, il faut que ça soit visé aux articles de loi reliés à la fraude, ce 13,5 millions-là, il faut que ça soit entendu par une cour avec une magistrature, essentiellement. Là, je résume beaucoup. Là. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la Securities and Exchange Commission là, se sont fait leur propre loi en les déclarant coupables avec des preuves à l'appui et tout ça, mais ils n'ont pas été devant un juge pour faire dire que cette dette-là était effectivement une fraude. Et ça, c'est l'élément qui est venu dire, si on ne sait pas expressément que c'est une fraude par une cour, par un juge qui l'a déclaré, on ne peut pas dire que c'est une fraude. Donc, ce que ça vient dire, ça, c'est que notamment pour les dettes, pour monsieur, madame, tout le monde, là, j'ai souvent des gens qui ont des dettes de chômage, j'ai souvent des gens qui ont des dettes d'aide sociale, OK? Soit ils ont eu des trop payés, soit ils ont fait de la fraude, OK? Et là, auparavant, ce qu'on disait aux gens, si le revenu, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour votre aide sociale considère que c'est de la fraude, vous allez devoir payer ça après être libéré de vos dettes parce qu'ils vous libéreront pas, puis ils vont aller vous chercher ces sommes-là après votre libération de votre faillite. Par contre, il n'y avait pas été devant, l'aide sociale n'a pas été devant le tribunal pour faire reconnaître que cette dette-là, c'était de la fraude. Donc, ce que ça va amener comme changement, c'est que tant le chômage que l'aide sociale ou que n'importe quelle autre dette, même si c'est le gouvernement, ils ne pourront pas prétendre qu'une dette de fraude est vraiment de la fraude sans l'avoir prouvé à un tribunal. Ce qui est quand même logique parce qu'on sait que les gouvernements, souvent, ils se donnent tous les pouvoirs du monde là, par les lois et tout ça. Et donc, le fait de devoir prouver devant un tribunal que c'est effectivement de la fraude, ça rajoute une étape supplémentaire pour les gens du gouvernement et donc, ça rajoute la possibilité aux gens de se défendre si c'est pas de la fraude ou s'ils n'étaient pas responsables de cette fraude-là. Donc, c'est quand même intéressant comme jugement parce que ça vient clarifier qu'il faut qu'un tribunal dise que c'est de la fraude pour que ce soit considéré de la fraude et que ce soit non libérable. Ça veut dire qu'on doit aller en cours pour finaliser tout ça? Oui, ils vont devoir aller en cours. Présentement, ils ne le faisaient pas, donc on va voir dans les dossiers actuels qu'est-ce que ça va amener, mais ça va amener certainement des changements sur des dettes post-faillite, sur des ententes post-faillite sur des dettes non libérables. Et ça, c'est bien important. Puis je veux rajouter un petit point par rapport aux Poonian parce que je veux pas que les gens pensent que là, ils vont s'en sortir de 13,5 millions, puis c'est des fraudeurs, puis c'est l'enfer, puis ça marche pas. Il y a d'autres éléments de la loi. Donc, les Poonian, non seulement ils étaient accusés de ces sommes-là, mais aussi il y avait des oppositions à leur libération. Et là, il y a un autre article de loi qui vient dire que si quelqu'un a mal agi, n'a pas été malchanceux, a occasionné sa faillite, il ne sera pas libéré de ses dettes. Et donc, ce que je veux dire aux gens en général qui nous écoutent, c'est que les Poonian, ils n'ont pas obtenu leur libération de faillite. Ça veut dire que même si
c'est une dette libérable de 13,5 millions. La loi a déterminé, le juge a déterminé qu'il n'allait pas être libéré. On peut avoir une libération absolue, conditionnelle ou complètement refusée de nos dettes quand on fait faillite. Mais quand on a mal agi comme ça, une des conditions, une des sanctions potentielles, c'est d'être refusé la libération de faillite. Et c'est ce qui est arrivé au Poonian. Donc, faut juste démêler. Donc, oui, c'est des fraudeurs. Ils ne seront pas libérés de leur dette parce que la libération a été refusée. Mais il faut séparer. Ce que l'affaire Poonian est venue mettre en lumière, c'est de dire que les dettes, dans un contexte des dettes non libérables, il faut que ça soit prouvé devant la magistrature, la Cour supérieure, la Cour du Québec, la Cour suprême, la Cour d'appel, pour venir dire que cette dette-là est non libérable. Donc, c'est moins facile de prétendre à ce qu'une dette est non libérable, ce qui est quand même une bonne chose parce que des fois, les gouvernements exagéraient honnêtement en prétendant que certains actes étaient de la fraude, mais c'était pas prouvé devant le tribunal. Et je veux rester dans les dettes non libérables ou les dettes libérables. Les dettes d'études, est-ce que c'est des dettes libérables ou des dettes non libérables? Oui, ben les dettes d'études, là, ça c'est un point qu'on a parlé également lundi là, à cet dernier congrès de l'ACPIR. On attend présentement une décision d'une cour là, en Colombie-Britannique. Je crois que c'est la Cour suprême là, de mémoire. Et donc, présentement, là, on a déjà parlé, les dettes étudiantes sont pas libérables quand ça fait moins que 7 ans qu'on a sorti des études. Okay. Mais il y a une contestation présentement au niveau de la date de fin d'études parce que selon la jurisprudence actuelle, au Québec puis en Colombie-Britannique, présentement, il y a une seule date de fin d'études. Ça veut dire que si quelqu'un est allé aux études à l'année 2000, il a terminé ses études, et qu'il retourne aux études en 2023 et qui fait faillite en 2025, ben sa date de fin d'études, là, c'est 2023 qu'il a sorti de ses études. Okay. Donc, même s'il y a eu des prêts juste dans l'année 2000, la vraie date, la nouvelle date, c'est 2023 au Québec et en Colombie-Britannique. Alors que partout ailleurs au Canada, il y a plusieurs dates de fin d'études. Donc, si quelqu'un est allé sortir des études dans l'année 2000 puis qu'il avait eu des prêts étudiants, qui retourne aux études en 2023 pour un cours, parce que le chômage lui demande de retourner aux études et que finalement, il ne demande pas de prêt étudiant, ben s'il est au Québec puis en Colombie-Britannique, il va être considéré non libéré de ses dettes d'études parce qu'il y a une nouvelle date, alors que s'il est ailleurs au Canada, il va être considéré libéré de sa dette des années 2000. Donc, présentement, il y a 2 poids, 2 mesures au Canada, et donc, présentement, on attend un jugement qui devrait venir unifier ça, venir donner des clarifications sur il y en a-tu une ou il y en a plusieurs dates de fin d'études. Et il y a des avantages, inconvénients, puis des considérations des deux côtés, là. Donc, il y a vraiment des cas où ça n'a pas de sens d'un bord, puis il y a des cas où ça n'a pas de sens de l'autre bord. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué, puis c'est pour ça qu'il va sûrement avoir une décision partagée encore. Ben, au moins, on va avoir un alignement, parce que présentement, on doit dire, ben, au Québec, présentement, c'est comme ça, mais présentement, on attend une décision. Donc, on est dans l'attente de cette décision-là pour savoir ce qui va se passer. Ouais. Est-ce que je me trompe ou de mémoire, il me semble que quand on retournait aux études, notre prêt étudiant était suspendu le temps qu'on était aux études et reprenait après. Est-ce que c'est encore vrai, ça? Oui, exactement. Puis c'est une des raisons pourquoi il était considéré au Québec qu'il y avait une seule date de fin d'études, parce que quelqu'un pouvait compléter des études, avoir eu un prêt, retourner aux études, et là, ben le ministère pouvait pas collecter ce prêt-là parce qu'il y avait une suspension, comme tu viens de le dire, du paiement d'études. Et là, quelqu'un pouvait retourner aux études 2-3 fois comme ça et finalement se ramasser après 7 ans avec une dette qui était libérable parce que la personne a toujours été aux études sans mesure de collection de la part du gouvernement. Donc, ça n'avait pas vraiment de sens. Donc, c'est pour ça aussi qu'au Québec, pas en Colombie-Britannique, il y a une seule date de fin d'études. Par contre, ce qui n'a pas de sens de l'autre bord, c'est un petit peu comme je l'ai dit tantôt, quelqu'un qui retourne faire un petit cours, qui ne demande pas de prêt, puis que le chômage le force à faire un cours pour être éligible au marché du travail dans un certain secteur, ben là, sa date de fin d'études vient de recommencer au complet, même si ça fait 20 ans qu'il est sorti des études et qu'il n'y a pas eu de prêt. Là, c'est un peu illogique aussi. Donc, il y a des illogismes un peu des deux bords. On va voir de quel côté la Cour va pencher. Il y a des dossiers extrêmement intéressants là, dont on vient de parler. Pierre-Paul, c'est déjà tout le temps qu'on a. On va donner les coordonnées pour vous rejoindre, mon cher. Oui, les gens peuvent nous rejoindre sur notre site Internet, Lacasse et Associés, peuvent nous appeler au 1-844-LACASSE, peuvent nous écrire à info@commercial-lacassesyndic.com ou aller sur notre Facebook ou notre LinkedIn pour suivre tant nos chroniques que nous poser des questions. Merci beaucoup, Pierre-Paul, encore une fois. Ce fut très agréable. Merci, Denis.